Bonjour, je remercie Louis Sienne d'avoir invité l'IDRI à faire cette présentation. À vrai dire, je remplace au pied levé mon collègue Alexandre Rankovic qui devait faire cette présentation. Et par ailleurs, je remplace pas, mais je fais l'intérim au pied levé aussi de Teresa Ribera, notre directrice, qui a été nommée hier ministre de l'Environnement, de l'eau, de l'énergie et du climat dans le gouvernement espagnol. Alors, je n'ai pas pu finaliser comme je l'aurais souhaité mon PowerPoint, mais l'exposé était bien dans ma tête. Nous sommes articulés avec Sonia, mais il y a quand même quelques interférences, bien sûr. Et je donne comme rappel ce que sont les objectifs d'Aichi. Moi, je vais plutôt parler de la suite, du post-Aichi. Et je voudrais dire que, rappeler que la fixation, l'adoption de la stratégie 2010-2020 et des 20 objectifs Aichi a été profondément influencée par les travaux du Millennium Ecosystem Assessment qui avaient été publiés en 2005 et qui avaient mis en lumière deux notions qui n'étaient pas nouvelles, mais ils lui ont donné beaucoup de force. D'une part, ce qu'ils appelaient les drivers, c'est-à-dire les forces motrices, les moteurs dans le texte de Sonia, c'est-à-dire les éléments d'influence indirecte ou directe sur la biodiversité. Et d'autre part, le concept de service écosystémique, qui là aussi est apparu avec beaucoup de force, avec d'ailleurs certaines critiques qui l'ont accompagné, et qu'on a retrouvé dans le titre de l'IPBES, puisque c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et au fond, les points d'Aichi ont été fortement influencés par cette approche plus systémique. Parce que je rappelle que dans l'objectif précédent de la CBD était très simple, c'était freiner ou stopper l'érosion de la biodiversité. Il y avait donc un objectif. Là, on en a une vingtaine, et les deux premiers, c'est-à-dire ce qui est en vert et en bleu, ce sont les pressions, indirectes ou directes. Ensuite, on a en jaune, le jaune-vert, disons les éléments de la biodiversité, et puis enfin, et puis derrière, les éléments d'accompagnement. Alors, un moment très important, je vous ai mis l'agenda, c'est l'évaluation de ce qui s'est passé au cours de cette décennie. Donc il y a des rapports qui vont être préparés. Et si le monde fonctionnait bien, on consacrerait beaucoup de temps à l'élaboration et à la discussion autour de ces rapports, et à partir de cette évaluation, on réfléchirait à la préparation de la future stratégie. Je ne suis pas totalement sûr que ça va se passer ainsi, notamment pour des raisons de calendrier. Alors, si vous regardez bien comment les choses se passent, d'abord, la CBD se prépare à publier en 2020 ce qu'ils appellent les perspectives mondiale ou globale sur la biodiversité, qu'on appelle plus communément le GBO. Sonia a parlé du GBO 4, et là, on va vers le GBO 5, donc les perspectives mondiales pour la biodiversité, qui sont préparées sous la responsabilité du CEPSTA, c'est-à-dire de l'organe consultatif, scientifique et technique de la Convention. Il n'en reste pas moins que c'est un document interne, ce n'est pas un document préparé à l'extérieur, ce n'est pas l'IPBES qui le prépare. Les travaux de l'IPBES vont y contribuer, ainsi que les rapports nationaux. Alors vous voyez le calendrier, vous avez d'abord les rapports régionaux de l'IPBES, on vient d'en parler pour l'Europe.
Vous avez les rapports nationaux qui doivent être publiés d'ici la fin de l'année, décembre 2018. Et donc là, c'est très important parce que ça veut dire que la France va sortir un rapport sur la mise en œuvre de sa stratégie, j'imagine. Et vous avez aussi ensuite l'assessment, enfin l'évaluation globale de la biodiversité que l'IPBES a reçu mandat de préparer et qui devrait être adoptée donc en France en 2019. Donc ça va être un document très important. Et sur cette base, le CEPSTA devrait donner des indications et commencer à produire un début de rapport sur donc les perspectives globales sur la biodiversité. Ce rapport est supposé donc devoir faire l'évaluation du programme d'Aichi. Et comme vous le voyez dans ce calendrier, on arrive en mai 2020. Et c'est à la fin de 2020 qu'on va adopter les nouveaux objectifs post-Aichi. Donc il y aura, c'est supposé se faire en 3-4 mois. Ce qui me paraît totalement irréaliste, évidemment. Et par conséquent, il y a une bonne chance de penser que les gouvernements et le secrétariat de la Convention auront commencé à travailler sur ce que pourra être la nouvelle stratégie bien avant la publication du rapport d'évaluation. Oui, voilà. Voilà le calendrier. Il me paraît important, évidemment, que les scientifiques, les experts, l'UICN et les ONG s'impliquent dans l'ensemble de ce travail. Alors, j'arrive pas à mettre la dernière slide, Sébastien. Oui, voilà. Alors, il y a la réflexion sur les options possibles. On en a un peu parlé, j'y reviens. Il y a un élément nouveau dans le contexte international par rapport à la période d'Aichi, c'est l'adoption des objectifs du développement durable. Et ces objectifs du développement durable touchent à ce qu'on appelle les forces motrices, l'agriculture, le tourisme, etc. Et donc, au fond, faut-il que la CBD, qui a comme principal mandat la biodiversité, se fixe des objectifs qui touchent à des activités économiques, des processus qui lui échappent assez largement compte tenu de sa composition. C'est une question. Pour autant, faut-il revenir à un objectif unique de type climatique? Je reste avec le point d'interrogation. Il y a plusieurs options. Une option pourrait être de se concentrer sur les objectifs de biodiversité et d'écosystèmes stricto sensu en les décomposant. Et en les décomposant et en partant des travaux qui sont menés dans une série d'instances. L'initiative pour les coraux, le groupe international sur les forêts. Et moi j'ai pris un exemple que je trouve tout à fait intéressant, qui est celui des EPSA, c'est-à-dire des zones marines écologiquement et biologiquement pas sensibles mais significatives. Alors, la CBD a fait un remarquable inventaire de ces zones. C'est un travail tout à fait remarquable dans les différentes régions maritimes de la planète. Un travail scientifique qui, pour l'instant, n'a pas eu de suite. Mais on pourrait imaginer qu'il ait une suite, comme nos SNIEF ont eu des suites. Voilà. Et que la CBD serve au fond de cadre d'impulsion pour inviter d'autres cadres plus opérationnels, comme les mers régionales, l'Organisation maritime internationale ou d'autres instances, à s'emparer de ces inventaires et prendre des mesures opérationnelles, établissement de zones marines protégées, etc. Par exemple, un travail très important a été fait sur l'Arctique pour identifier des zones où d'autres ont des projets d'activités pétrolières offshore. Et on pourrait imaginer que le Conseil de l'Arctique soit invité, puisqu'il en a la capacité juridique, à traduire concrètement, en termes de protection, les propositions, les recommandations qui sont faites dans le cadre
des EPSA. Et donc mieux articuler la CBD avec des processus opérationnels et inviter, même si la CBD n'a pas de pouvoir hiérarchique, n'est pas au-dessus des autres, mais elle est un cadre suffisamment, je dirais, légitime pour inviter, mobiliser des cadres dans lesquels les questions opérationnelles de biodiversité peuvent être mises à l'ordre du jour. Et par ailleurs, mobiliser la CBD comme plateforme multi-acteurs, c'est-à-dire pas seulement les États, mais également les ONG, la communauté scientifique, les communautés d'acteurs, les populations indigènes, etc. Et puis enfin, je ne l'ai pas mis, mais ça a été mentionné par Sonia, une question à laquelle beaucoup réfléchissent. Faut-il faire fond dans le futur programme post-Aichi sur des engagements nationaux, à l'exemple de ce qui a été fait dans la COP 21, climat, pour fixer les nouveaux objectifs et donc dans la suite des rapports nationaux, les pays pourraient être invités à prendre des engagements de type nationaux qui auraient un caractère relativement contraignant et dont la fédération, avec la mobilisation des autres cadres, pourrait former un nouveau cadre d'action pour la période post-Aichi. Je vous remercie.